Bonjour, je suis professeur Ounzar Bouchra. Je vais vous présenter un cours d'histologie qui fait partie du module d'embryologie-histologie. C'est un cours destiné aux étudiants S1 de la filière SV-STU. Donc ce cours d'histologie sera complété par un cours d'embryologie par la suite. Alors, qu'est-ce que l'histologie? Alors, l'histologie, c'est l'étude des tissus. Alors, ces tissus, ce sont des ensembles de cellules qui entrent eux-mêmes dans la constitution des organes. Alors, dans un organisme, vous savez qu'il y a différents niveaux d'organisation structurale. On a, par exemple, on va se placer dans l'exemple de notre corps, le corps humain. Notre corps, il est constitué de systèmes, d'appareils, donc comme l'appareil circulatoire, l'appareil, le système nerveux, etc., qui sont constitués de plusieurs organes, et chaque organe, comme par exemple le foie, les muscles, le cœur, etc., sont constitués de plusieurs catégories de tissus. Et donc ces tissus sont constitués de cellules, de structures différentes. Chaque cellule contient des organites, et les organites sont eux-mêmes constitués de plusieurs molécules qui font l'ensemble donc de la cellule, qui donne sa structure spéciale dans chaque catégorie de cellules. Donc, vous avez ici un schéma d'ensemble qui vous montre cette organisation. Alors, l'exemple présenté ici, c'est, vous reconnaissez donc quelques organes, le foie, l'estomac, les intestins. Donc il s'agit du système digestif. Donc vous avez un exemple d'organe ici, c'est l'estomac, qui est constitué de plusieurs catégories de tissus. Et donc dans chaque tissu, on regarde chaque cellule, ce qu'elle contient comme organite et comme macromolécules qui lui donnent sa structure spéciale. Alors, donc, au cours de ce cours, on va présenter plusieurs catégories de tissus. Donc, on va à chaque fois se référer à des exemples précis de notre anatomie. Donc, l'anatomie du corps humain. Donc, vous aurez besoin de revoir un atlas d'anatomie pour retrouver vos connaissances sur notre anatomie. D'accord, donc je vous ai mis des sites pour retrouver ces informations. Donc vous aurez des sites d'atlas d'anatomie, c'est-à-dire des livres dans lesquels sont présentées plusieurs catégories, toutes sortes d'illustrations sur notre corps. Alors vous avez des atlas avec une équivalence français-anglais, d'autres une équivalence français-arabe ou anglais-arabe. Ça vous permet donc de retrouver les différents systèmes de notre corps. Alors vous avez ici quelques photos avec équivalence entre français et arabe. Je sais que vous avez du mal avec le français, donc je vous ai mis ici une équivalence dans le cas de l'appareil digestif entre certains organes et leurs correspondants en arabe. Alors ici vous avez l'appareil respiratoire avec les différents organes. Donc quand on prendra des exemples, on aura besoin de savoir quels sont les tissus qui le constituent à chaque fois. Voilà donc deux exemples, l'appareil digestif
donc الجهاز الهضمي, et l'appareil respiratoire, الجهاز التنفسي. Donc en général, je ne vous demande pas d'apprendre les choses en arabe puisqu'il s'agit de cours en français, donc il faudra vous habituer à retrouver vos informations en arabe et essayer d'apprendre tous les mots de vocabulaire en français. D'accord? Donc, on va maintenant insister sur les objectifs de ce cours avant de continuer sur les différentes définitions concernant les différents tissus dans notre organisme. Alors, après la présentation de ce cours, vous devez être capable d'arriver à certains objectifs. Alors, donc, vous devez connaître les définitions des différents tissus de notre organisme, puisqu'on va se limiter à l'exemple du corps humain. Vous devez être capable de connaître les caractéristiques structurales et fonctionnelles des différents tissus, hein, donc la structure et la fonction, les deux ensemble, et la relation entre ces deux éléments. Vous devez être capable de connaître les différents types de tissus et de donner des exemples de localisation dans le corps humain. Donc quand on pense à un certain tissu, on doit être capable de se dire ce tissu existe par exemple dans le foie ou dans le cœur, dans la partie externe ou à l'intérieur, etc. Vous devez savoir le localiser. Le dernier objectif, c'est que vous pourrez être capable, une fois que vous avez suivi ce cours, de reconnaître les différents tissus sur des coupes cellulaires. Donc cette partie, on va surtout la voir pendant les travaux pratiques. Donc vous aurez des coupes cellulaires sur des lames histologiques et vous devez être capable de reconnaître une catégorie de tissus donnés. Alors cette opération, vous pourrez la compléter avec l'observation de photographies sur des atlas justement. Donc je vous ai donné pas mal de références concernant les atlas et donc vous devez être capable, une fois que vous avez regardé une photo, en vous basant sur les différentes caractéristiques, sur certains aspects morphologiques, de définir une catégorie ou une autre de tissu. Évidemment, comme il y a toujours une relation entre la structure et la fonction, donc vous devez être capable d'indiquer la fonction de ce tissu également. Voilà donc les différents objectifs de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Alors donc, on va commencer par définir ce que c'est qu'un tissu et une fois qu'on a défini les différentes catégories de tissus, on va consacrer pratiquement un chapitre pour chaque catégorie. On va bien sûr définir l'essentiel de ce qui caractérise les différents types de tissus. Donc un tissu, c'est un ensemble structural constitué par des cellules qui sont organisées ou agencées selon un mode particulier, évidemment, qui accomplissent une fonction ou plusieurs fonctions bien déterminées. Alors, la localisation des tissus est très importante parce qu'elle peut être variable. Donc, certains tissus forment parfois des ensembles bien délimités. Ils sont en général regroupés par des membranes. C'est le cas en particulier des tissus épithéliaux. On reviendra sur les exemples par la suite. Et ce qui détermine également
un tissu, c'est la fonction. Donc en fonction des différents types de tissus, on peut avoir une fonction unique pour un ensemble de cellules, comme on peut avoir plusieurs catégories de cellules qui regroupent leurs fonctions. Donc on parle généralement d'une association quantitative et qualitative de la fonction des cellules qui composent ce tissu. Alors donc ce qui détermine également la fonction, c'est la présence de certaines molécules particulières, donc ce qui confère ou ce qui donne au tissu des caractéristiques biologiques bien déterminées. On parlera de molécules qui déterminent par exemple la possibilité de contact ou la présence de certaines molécules qui déterminent une fonction bien déterminée. Alors, pour l'étude des tissus, bien sûr, on se base sur des techniques dites histologiques. Vous reconnaissez ici le terme histologie qui montre l'étude des tissus. Donc on utilise des techniques bien déterminées pour l'étude des tissus. Donc en général, pour étudier un tissu, donc on doit prélever un morceau de ce tissu pour pouvoir l'étudier. Alors l'étude se fait après observation, soit sur des cellules entières, si le tissu est constitué de quelques cellules seulement. Alors les cellules peuvent être vivantes ou alors on peut faire ce qu'on appelle des cultures qu'on peut préparer sur des lames. Alors vous connaissez l'exemple de la préparation des frottis de sang, frottis sanguins, la taja, frottis cervical, etc. Ou alors on peut avoir besoin de préparer un échantillon réduit pour pouvoir l'étudier. Donc dans ces cas-là, si on part d'un organe, on doit pouvoir le découper pour avoir un échantillon pour faciliter l'observation, soit en microscopie optique, soit en microscopie électronique. Donc ce sont ces techniques-là qu'on appelle techniques histologiques. Ça nécessite des protocoles bien déterminés, adéquates et précises, soit pour l'observation en microscopie optique, soit en microscopie électronique. Donc c'est un chapitre qui sera traité en biologie cellulaire, donc un chapitre sur la préparation des échantillons pour l'observation soit en microscopie optique, soit en microscopie électronique. Alors, quand on étudie les tissus, donc on a fait plusieurs études, on a inventorié et donc on a fini par classer les tissus selon l'aspect morphologique. Alors morphologie, ça veut dire qu'on regarde l'aspect externe, la structure des cellules, et on se base également sur l'aspect physiologique, c'est-à-dire la fonction de chaque catégorie de tissu. Alors ça nous permet donc de voir la structure en microscopie optique, l'ultrastructure en microscopie avec la microscopie électronique, donc ce qui nous permet d'observer principalement les organites. Et pour l'observation, pour étudier les caractéristiques biologiques, on se base sur l'étude des macromolécules spécifiques. Donc tout ceci nous donne une idée sur la morphologie
des tissus. Ensuite, on établit une relation entre la structure, donc la présence par exemple de certains organites, reflète une fonction bien précise, et donc ça nous permet de faire le lien avec les fonctions des différents tissus. Donc c'est ainsi qu'on a pu établir les grands groupes de tissus, à savoir les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. Dans chaque catégorie, on a par exemple dans les tissus épithéliaux deux grandes catégories de tissus épithéliaux, tissus de revêtement et des tissus glandulaires. Alors pour mémoriser ces différents éléments, vous voyez les termes. Revêtement, ça veut dire que c'est comme une couverture. Voilà. Glandulaire, ça veut dire qu'il y a des glandes, production de substances qui sont sécrétées par ces tissus. Alors vous avez les tissus conjonctifs qui sont de plusieurs catégories, donc on reviendra sur les plus importants d'entre eux. Alors vous avez le tissu conjonctif lâche, dense, donc par rapport à la densité des cellules dans ces tissus. Réticulaire, c'est un tissu propre aux organes qui ressemblent au foie et aux reins par exemple. Le tissu adipeux, c'est un tissu qui contient des cellules avec beaucoup de graisse. Les tissus cartilagineux, c'est dans les os par exemple. Vous avez les cartilages et les os, et vous avez le tissu sanguin qui est constitué des éléments figurés du sang. Alors dans la troisième catégorie de tissus, vous avez les tissus musculaires avec trois catégories: le muscle lisse, squelettique et cardiaque. Donc cardiaque, c'est relatif au cœur. Et vous avez le tissu nerveux avec les deux catégories centrale et périphérique. Donc on reviendra sur chaque catégorie de ces tissus sous forme de chapitres bien détaillés pour certains d'entre eux. Alors revenons maintenant à la notion de tissu. Alors quand on veut étudier un tissu, on doit s'occuper de deux éléments principaux. Alors l'élément principal, c'est les cellules. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit avoir une idée sur la morphologie des cellules. Mais on doit également s'occuper de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc comme son nom l'indique, ce sont tous les éléments qui entourent les cellules et qui fait que le tissu peut avoir un aspect variable. Donc soit que les cellules sont liées les unes aux autres avec une matrice extracellulaire réduite, soit les cellules sont entourées d'une substance qui est en quantité assez importante. Donc ça aussi, ça permet de spécifier la catégorie de tissu dont on parle. Donc la matrice extracellulaire, on va la trouver à tous les niveaux de l'organisme. Chaque fois qu'on parlera de tissu, on devra parler de l'importance de cette matrice extracellulaire. Son abondance et sa composition est variable selon les tissus. Donc, par exemple, elle est très abondante dans les tissus conjonctifs lâches. Alors, les tissus conjonctifs lâches sont constitués de cellules dispersées et autour, on a une place importante ou un espace important dans lequel on trouve une matrice extracellulaire importante. Cette matrice extracellulaire est solide dans les cas des tissus squelettiques. Alors les tissus squelettiques, il faut le savoir, ça regroupe les tissus
cartilagineux et les tissus osseux. Donc tous les deux se retrouvent dans notre squelette. Donc cette matrice extracellulaire est calcifiée par exemple dans le cas du tissu osseux, donc elle est solide. Dans le cas des tissus épithéliaux, la matrice extracellulaire est très peu abondante, c'est-à-dire qu'on la trouve en petite quantité, parce que justement dans cette catégorie de cellules, de tissus, les cellules sont très proches les uns aux autres et donc ça laisse très peu d'espace pour cette matrice extracellulaire. Alors, cette matrice joue un rôle physiologique important et donc, selon sa composition moléculaire, elle peut intervenir à différents niveaux pour remplir différentes fonctions. Ça peut être une fonction dans l'architecture générale d'un tissu, dans le soutien mécanique, c'est-à-dire c'est le cas par exemple des tissus osseux. Donc, ce sont des tissus dans lesquels la matrice extracellulaire est solide, donc ça permet de soutenir notre organisme, notre corps. Elle intervient aussi dans le cas de la nutrition, l'apport de certains éléments nutritifs, et ça permet également le stockage de certaines substances. Alors donc, tous ces rôles sont très importants, d'où l'importance que cette matrice extracellulaire soit renouvelée et pour permettre donc la croissance, le développement, la réparation et l'intervention dans pas mal de processus pathologiques. Donc lorsqu'il y a une maladie, la matrice extracellulaire a son rôle à jouer. Alors, quels sont les constituants de cette matrice extracellulaire? Alors, les principales macromolécules, donc on va généraliser, on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut savoir qu'il y a principalement des polysaccharides, c'est-à-dire des glucides. Alors, je vous ai donné quelques noms que vous aurez l'occasion de voir lorsqu'on parlera avec précision de ces molécules et leur intervention à différents niveaux physiologiques. Et vous avez comme autre principale macromolécule des protéines qui sont de deux catégories. Alors vous avez les protéines fibreuses de structure, donc avec les exemples de collagène et d'élastine. Le collagène, c'est un mot que vous connaissez, je suppose. C'est un principal constituant de la peau. Dans une peau jeune, le collagène est en assez grande quantité, donc ça permet à la peau de rester bien lisse, bien tendue. Donc avec l'âge, la quantité de ce collagène diminue et donc ça donne la formation des rides. Alors vous avez également des protéines fibreuses de type adhérence, c'est-à-dire des protéines qui permettent le lien entre les cellules. Adhérence veut dire que ça permet donc de coller certaines structures à d'autres. Donc vous avez également le nom de certaines protéines qu'on peut retrouver dans la bibliographie. Alors donc tout ceci nous montre le rôle important que peut avoir la matrice extracellulaire, aussi bien dans les interactions cellule-cellule qu'avec les interactions entre les cellules et cette matrice extracellulaire.